Alors bonjour Didier Fassin, merci infiniment de nous avoir rejoints pour une audition. Alors je vais vous expliquer, moi je suis Charlotte Girard, je suis co-responsable du programme avec Jacques Généreux, le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise pour cette présidentielle. Et nous avons, à la suite de la publication de ce texte, de ce livre, en décembre dernier, nous avons considéré que ce n'est pas parce que nous avions un programme que nous arrêtions de réfléchir, de penser, d'échanger, d'accueillir la réflexion d'autres citoyens engagés ou tout simplement dotés d'un savoir dont nous pourrions avoir besoin pour continuer ce débat, cette réflexion. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de le faire dans le cadre de ce qu'on appelle les livrets thématiques. Il y en a à peu près une quarantaine qui ont vocation à approfondir le programme et à poursuivre justement la discussion et le débat. Donc ce ne sera pas qu'un texte au bout du compte, ce sera aussi des échanges dont cette audition fait partie. D'où l'idée de vous accueillir, puisque nous avons un livret thématique consacré à la justice et qui évidemment traite des questions que vous travaillez, vous, sur un plan scientifique. Didier Fassin, à mon tour de vous remercier d'être là. Je me présente, je suis Hélène Franco, je suis co-responsable du livret Justice pour la France Insoumise. Livret qui sera remis sans doute courant du mois de février. Et effectivement, c'était une envie très, très profonde de notre part de vous entendre, notamment à propos de votre dernier livre qui s'appelle « Punir une passion contemporaine », parce que c'est un livre absolument passionnant qui vient de sortir en librairie. Alors, nous avons le droit de faire de la publicité, j'en fais donc, et avec véritablement tout le cœur que je mets à le faire, parce que ce livre m'a passionnée. Donc je rappelle que vous êtes vous-même professeur de sciences sociales, que vous enseignez actuellement à Princeton aux États-Unis, que vous êtes également directeur d'études à l'EHESS à Paris, que vous êtes l'auteur déjà d'un certain nombre d'ouvrages tout aussi passionnants, La force de l'ordre, concernant notamment les services de police, L'ombre du monde à propos du monde carcéral, et finalement ce livre qui est sorti le 5 janvier 2017 en librairie. Alors j'indique qu'il coûte 17 €, et je dis aux amis insoumis et insoumises que si vous ne pouvez pas acheter ce livre, parce que c'est au-dessus de vos moyens financiers, eh bien commandez-le, faites-le commander par la bibliothèque municipale. Vous avez sûrement une bibliothèque municipale à proximité de chez vous, parce que vous ne le regretterez pas. C'est 160 pages absolument passionnantes de bout en bout. Voilà. Je tiens à le dire parce que nous sommes chacun à notre place. Nous sommes des militants politiques et nous sommes des acteurs de terrain en même temps, puisque nous avons tous un métier par ailleurs. Vous êtes un chercheur, c'est votre métier, vous avez votre indépendance de chercheur. Nous avons nous-mêmes d'ores et déjà évidemment défini, notamment dans le domaine pénal, un certain nombre de pistes qui se trouvent en grande partie vérifiées par les constats que vous faites en tant que chercheur. Et ces pistes, essentiellement, tiennent à la question de comment sortir du moment punitif que vous décrivez, comment amorcer une déflation carcérale, parce que nous sommes de l'école que vous appelez plutôt utilitariste, même si il faut mettre toujours des limites à toute étiquette, mais nous sommes de l'école utilitariste où nous pouvons considérer, d'ailleurs nous comme acteurs de terrain, encore une fois, tous les jours dans notre vie professionnelle, à quel point les courtes peines d'emprisonnement sont désocialisantes et sont en fait inutiles, voire aggravent considérablement le lien social et l'état de notre société par cette désocialisation qu'elles produisent. Voilà, je m'arrêterai là pour laisser la parole à Xavier. Oui, bonjour Didier Fassin, bonjour à tous. Xavier Robert, je suis coordinateur du livret Justice avec Hélène.
qui a rappelé donc l'objet de notre démarche ici, qui est celle effectivement de venir compléter et de préciser l'avenir en commun sur un certain nombre de sujets. Le droit pénal en fait partie, c'est un petit peu plus large, vous découvrirez dans un peu plus d'un mois désormais à la parution du livret son contenu qui reprend donc l'avenir en commun et qui vient de préciser. Et alors, précisément, nous, sur le thème assez large du droit pénal et de la politique pénale, nous aimerions vous poser quelques questions pour évaluer, vous, avec votre position de chercheur, de scientifique, quels sont les éléments prescriptifs que nous pourrions déceler ici et là dans vos lignes pour pouvoir effectivement s'en inspirer et les mettre en œuvre le moment venu, si Jean-Luc est élu, ce que l'on espère tous. Alors, on va commencer par faire peut-être une légère introduction sur ces différences de méthodologie qui sont les nôtres et les vôtres. Ensuite, on abordera ce que vous appelez dans votre bouquin, qui est l'élément central, c'est ce moment punitif historique dans lequel nous sommes et dans lequel nous aimerions nous extraire, et pour ensuite aborder la question de la centralité de la peine d'emprisonnement et de ses dérives et de la nécessaire décroissance carcérale et des maladies que nous appelons de nos voeux. Et puis ensuite, de manière, disons, en guise d'ouverture, on se posera la question, comme vous le faites à la fin de votre ouvrage, sur la question de qui punit-on, ou plutôt qui veut-on punir, et de cette façon qu'a la justice parfois d'accroître, d'approfondir les inégalités sociales. Alors, d'abord sur la méthodologie, Hélène l'a dit, nous sommes des militants, des acteurs politiques, et vous êtes un chercheur, un scientifique, et pourtant vous venez ici aujourd'hui discuter avec nous, et donc nous aimerions savoir quel est votre positionnement par rapport à ça, dans le sens où quelles sont les interactions qui peuvent avoir lieu entre voilà, les acteurs de terrain et puis vous qui êtes plutôt observateur, même si vous, dans votre méthodologie, dans votre approche sociologique, vous êtes systématiquement en contact avec le terrain, et c'est ce qui d'ailleurs vous distingue d'autres chercheurs. Bien, merci d'abord de votre invitation et de cette introduction. Je trouve que c'est une très heureuse initiative que de souhaiter rencontrer des chercheurs ou d'autres acteurs de la société qui ont acquis une expertise par leur travail. Ça ne concerne pas que les chercheurs. Et à l'inverse, je considère que ça fait partie du travail et de la fonction des chercheurs, notamment en sciences sociales, que de contribuer au débat public. Alors, contribuer, vous l'avez dit, de façon indépendante, mais néanmoins avec une sympathie je dirais, pour l'insoumission, et en tout cas pour la démarche critique telle que vous pouvez l'engager, et telle que, dans une autre perspective, j'essaie moi-même de la voir. Alors vous avez utilisé l'adjectif prescriptif, et il est évident que lorsque on est militant, lorsque on est engagé dans une campagne politique, eh bien, on est dans une approche prescriptive, de la même façon du reste que le sont certaines disciplines que nous connaissons bien. Par exemple, les philosophes, les juristes ont généralement même, une démarche qui est normative et prescriptive. Ce que en sciences sociales, en tant que sociologue ou anthropologue ou historien, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre, et j'ajouterais, pour ce qui me concerne, de comprendre de façon critique. Alors comprendre, ça veut dire décrire, ça veut dire analyser, et donc non pas recommander, non pas dire ce qu'il faut faire, mais partir de
la situation telle qu'elle est, telle qu'on peut l'appréhender, mais j'ai ajouté de façon critique, parce que je crois que c'est un élément essentiel de toute science, c'est-à-dire qu'on soit physicien, biologiste ou sociologue, la dimension critique est essentielle, et cette dimension critique repose sur le fait que on doit remettre en cause systématiquement les préjugés, les choses qui semblent aller de soi, les évidences, qui sont souvent des fausses évidences, qui font notre sens commun à tous. Et donc, ce travail critique, c'est d'abord ça, c'est d'abord d'aller voir là où nous croyons savoir, à l'épreuve des faits notamment, mais aussi à l'épreuve des théories, comment est-ce qu'on peut déplacer ces évidences et donc produire de nouvelles connaissances qui peuvent être à ce moment-là, effectivement, mises en débat, appropriées par les citoyens, par les militants, par les responsables politiques, par les acteurs institutionnels, etc. Merci Didier Fassin. D'ailleurs, moi je me pose la question, comment vous arrivez-vous à vous prémunir de ce type de préjugés? Parce que c'est vrai que nous, quand on lit votre livre, on boit un peu du petit lait, parce que ça correspond à notre expérience, à nos intuitions politiques, et on a envie vraiment de vous donner le bon Dieu sans concession. Enfin, on est d'accord avec beaucoup de choses que vous dites, et on se dit, mais attendez, en fait, on est là juste à transférer dans ce livre-là, dans ces travaux, nos propres affects. C'est ce qu'on attendait d'un chercheur, c'est ce qu'on attendait qu'il nous dise finalement, et c'est vrai que parfois on se dit, mais mince, si ça se trouve, c'est trop facile, quoi. Ça correspond trop, il y a un problème, il y a quelque chose, peut-être que lui aussi a dans son fort intérieur des affects qui l'orientent vers là, a priori, et en fait il adapte le concret qu'il observe et pour le faire rentrer dans un cadre. Alors comment vous concrètement vous arrivez à vous en extraire, à vous extraire de ces préjugés pour tout le temps essayer de correspondre le plus possible à la réalité? Peut-être pour compléter d'ailleurs sur la question de l'affect, hein, parce que ça peut surprendre s'agissant d'un travail de chercheur qui évidemment met à distance aussi ses émotions, mais je voudrais dire quand même qu'à certaines pages du bouquin, on en a les larmes aux yeux, parce que vous vous appuyez sur des exemples très précis hein, de personnes qui ont eu à subir la machine à broyer qu'on appelle la justice, et qui est bien souvent une machine à broyer, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, où vous enseignez et que vous connaissez particulièrement bien. Voilà, donc c'est vraiment ce que je retiens aussi de votre travail, c'est la dimension humaine que vous arrivez à mettre dans un travail de chercheur qui peut paraître parfois très ardu, très froid, et qui ne l'est pas du tout sous votre plume. Voilà. Je vous remercie. Alors, pour ce qui est des préjugés, on n'échappe jamais entièrement aux préjugés, et donc je ne prétends pas avoir une approche qui soit totalement objective, par exemple, mais je m'appuie néanmoins sur ce qu'écrivait Nietzsche à ce propos. Il est surtout connu pour dire il n'y a pas de point de vue objectif. Chaque perspective est une perspective subjective et donc n'énonce pas une vérité. Ce que les gens qui le citent oublient de dire, c'est la suite de son raisonnement dans la généalogie de la morale, à savoir, certes, chaque perspective est subjective, mais si l'on multiplie les perspectives, eh bien, dit-il, c'est étonnant sous sa plume, on atteint un certain degré d'objectivité. Et donc, pour moi, par exemple, faisant de l'ethnographie, c'est-à-dire faisant un travail d'observation qu'on appelle participante, c'est-à-dire une présence longue dans des institutions, j'ai passé 15 mois avec des policiers, j'ai travaillé pendant 4 années dans une maison d'arrêt, donc ce travail
prolongée où on essaye de gagner la confiance des gens, d'acquérir sa propre confiance par rapport à des terrains d'enquête qui ne sont pas toujours faciles. Eh bien, pour moi, cette multiplication des perspectives, ça veut dire prendre au sérieux le point de vue du directeur d'établissement, des surveillants, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des détenus, et bien sûr, les conseillers, les détenus, les surveillants sont très diversifiés eux-mêmes, mais aussi prendre au sérieux le point de vue des avocats, le point de vue des magistrats, etc. Et donc, cette multiplication des perspectives ne donne jamais un point de vue parfaitement objectif, mais en tout cas permet de restituer cette multiplicité de points de vue. Et j'ajoute que l'ethnographie, si elle est la méthode que je revendique et que j'utilise le plus, en tout cas depuis au moins une dizaine d'années que je conduis ces travaux sur l'état punitif, cette ethnographie, pour moi, elle ne doit pas être séparée, isolée d'autres éléments, une approche historique, hein, que j'emprunte à d'autres, bien sûr, une approche statistique, pour laquelle j'ai une petite contribution, mais bien sûr, je m'appuie aussi beaucoup sur les choses qui sont produites par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, d'autres institutions. Autrement dit, c'est cette multiplication à la fois des regards et des méthodes qui permet d'aboutir à une certaine représentation de la réalité sociale qui me semble plus fidèle que ce que chacune de ces perspectives pourrait rendre, mais qui n'est pas une vision absolue. Et pour donner un exemple de ce qui ne me paraît pas être exactement un préjugé, mais je dirais un parti pris depuis que je fais de la recherche, j'ai toujours été intéressé à la question des inégalités. Et donc, pour moi, c'est une manière de regarder le monde qui n'est pas si fréquente que cela. En général, on s'intéresse à des phénomènes dans leur généralité et on ne regarde pas spécifiquement les disparités qu'il y a. Tous les problèmes que je regarde, qu'il s'agisse de santé auparavant, qu'il s'agisse de questions de gestion de populations vulnérables dans mes travaux antérieurs, ou aujourd'hui sur ces enjeux autour du monde pénal, eh bien, c'est avec ce type d'approche. Alors, j'ajoute juste une remarque par rapport à ce que vous avez dit sur les affects. Effectivement, d'un côté, il ne s'agit pas de décrire les choses de façon passionnelle ou de façon émotionnelle. En même temps, je crois que beaucoup de chercheurs, et notamment dans les jeunes générations, mais pas seulement, lorsqu'ils choisissent un thème, pourquoi choisir de travailler sur la prison, pourquoi choisir de travailler sur la police, il y a plein d'autres choses passionnantes à étudier, eh bien, c'est souvent par rapport à une forme d'indignation au regard d'un état du monde. Et je crois que beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui en sciences sociales, et je crois que c'est un des moteurs même des sciences sociales, et pas simplement récemment, l'indignation est un point de départ. Alors, je dirais qu'après, une fois qu'on a choisi sur cette base-là, parce qu'on pense qu'il y a peut-être un problème avec la police, qu'il y a peut-être un problème avec la prison, par exemple, eh bien, le travail va consister à essayer de se distancier, donc avec toutes ces méthodes que j'évoquais à l'instant. Mais je dirais qu'au moment de l'écriture, il s'agit de ne pas complètement effacer, pas complètement refroidir en quelque sorte la dimension qui a été le point de départ de cette recherche, et j'espère ne pas déborder sur le plan affectif, mais je crois que restituer ce que vous avez appelé cette dimension humaine, et qui appelle nécessairement un aspect, disons, émotionnel et parfois politico-moral, eh bien, ça fait partie aussi de la manière de restituer de façon, je crois, honnête le travail de nos recherches. D'accord.
Alors, vous parlez du point de départ de la recherche, parlons du point de départ de votre livre, qui est ce moment punitif, ce moment historique que vous analysez à travers les premières pages de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots à quoi correspond ce moment punitif et en quoi il peut être malsain, quels sont ses travers, disons? Alors, j'ai utilisé effectivement cette expression « moment punitif » pour désigner une période historique, celle dans laquelle nous sommes, qu'on peut faire remonter à plusieurs décennies en arrière. Il n'y a pas une délimitation extrêmement précise, puisque si on prend la France par exemple, on voit qu'on a une multiplication, pour n'en donner qu'un indicateur, par 3,5 de la population carcérale entre le milieu des années 50 et la période aujourd'hui 2016-2017. Donc on a cette augmentation. Il y a une première inflexion qui est assez marquée dans les années 70. Hein, c'est le moment où vraiment il y a un premier tournant répressif. Et puis un deuxième qui accentue encore cette tendance. C'est au début des années 2000, où là on voit véritablement une explosion de l'ensemble des dispositifs punitifs, et pas simplement la prison, mais évidemment la prison c'est celle probablement qui est la plus préoccupante. Alors, je parle de moment punitif donc pour désigner cette période de l'histoire où, pour ce qui concerne la France, nous avons la population carcérale la plus importante de toute notre histoire en temps de paix. Donc, déjà, le poser dans ces termes doit nous amener évidemment à réfléchir. Alors, une hypothèse, bien sûr, serait que on punit plus parce qu'il y a plus de criminalité et de délinquance. C'est bien sûr toujours une question délicate de mesurer la délinquance et la criminalité, parce que autant les homicides, on a des données assez solides, autant pour les délits, ça dépend, notamment les petits délits, ça dépend de si les gens portent plainte, ça dépend de si les policiers enregistrent, ça dépend de si les magistrats poursuivent, etc. Donc on a un paysage qui est un peu plus complexe, mais en tout cas, si on regarde les données les plus robustes, c'est-à-dire sur les homicides, sur les cambriolages, sur un certain nombre les faits qu'on considère, les braquages, etc., les faits qu'on considère graves, eh bien on a au contraire une diminution. Et donc, l'essentiel de l'augmentation de la punitivité, si on peut parler de cette manière, eh bien, porte sur des délits mineurs, pour la grande majorité, c'est-à-dire soit des délits qui n'étaient pas criminalisés jusqu'alors et qui le sont, soit des délits qui étaient criminalisés et pour lesquels on se met à être plus sévère, c'est-à-dire à prononcer plus souvent des peines de prison. Et donc, ce moment punitif, il est donc bien caractérisé par plus de châtiments et moins de crimes pour aller très vite. C'est un phénomène qui est français, mais c'est un phénomène qui est mondial. Il est mondial, disons que la France se trouve plutôt sur le côté sévère, si on fait une échelle de l'ensemble des pays, bien moins que ne le sont les États-Unis, où on a eu une augmentation une multiplication par 7 à peu près de la population carcérale en une trentaine d'années, mais beaucoup plus que plus sévère que des pays comme les pays scandinaves par exemple, voire pour la période récente l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, etc. Donc on a ce moment paradoxal où on punit plus malgré un déclin relatif de la criminalité et de la délinquance, et où donc il s'agit bien de se poser la question à la fois de pourquoi est-on dans cette situation et quels effets. Alors pourquoi, on peut dire, en étant relativement schématique, qu'il y a, je crois, un double phénomène. Il y a ce qui se passe dans la société et ce qui se passe au niveau politique. Ce qui se passe dans la société, c'est qu'il y a un sentiment certainement d'insécurité qui est assez largement partagé,
Sauf que ce sentiment d'insécurité, il est extrêmement diffus. Il concerne, je pense, pour la plupart des gens, d'abord l'emploi, d'abord l'avenir de leurs enfants, d'abord les transformations de la société dans lesquelles les gens ont l'impression d'être laissés sur le bord de la route. Et seulement après, ce qui a trait à la délinquance et la criminalité, qui, pour la plupart d'entre nous, nous touche beaucoup moins directement. Et c'est là que cette insécurité est reprise à son compte par le monde politique, qui voit les bénéfices, notamment électoralistes, qu'il y a à rassurer la population, et faute d'être en mesure de mettre en place des politiques de justice sociale, mettre en place des politiques de sévérité pénale. Et donc, on a un déplacement qui s'opère de l'état social vers l'état pénal, qui est une caractéristique du monde contemporain, et particulièrement en France. Alors, en France, justement, on a le sentiment que la prison est devenue centrale, hein, comme mode de réponse pénale. Et pas seulement dans les tribunaux, mais aussi dans l'opinion publique, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique. Combien de fois entend-on des policiers, par exemple, se plaindre qu'un tel est sorti sans rien du tribunal, tout simplement parce qu'il est sorti, parfois avec un contrôle judiciaire, avec des obligations à respecter, contrôle judiciaire qui peut l'amener en prison si les obligations ne sont pas respectées par lui, parfois avec une peine alternative, mais il y aura une contrepartie à donner à la société, soit sous forme de travail d'intérêt général, soit sous forme d'obligation, là encore, dans le cadre d'une mise à épreuve. Et donc, cette question de la centralité de la prison dans les esprits, on va dire, hein, dans l'état d'esprit général, qu'est-ce que vous pouvez en dire, et qu'est-ce que vous pourriez aussi éventuellement nous dire sur ce que vous pensez des peines alternatives, des possibilités autres de punir, justement. Alors, le phénomène punitif, il est bien connu pour ce qui est de la prison, et j'ai donné des chiffres, on pourrait dire par exemple dans les années 2000, la première décennie des années 2000, on a une augmentation de la population sous écrou qui est, je crois, de 52%, c'est considérable en 10 ans d'augmenter de moitié sa population carcérale. Mais dans cette même période, il y a une augmentation encore plus importante de la population dite sous main de justice, et en particulier des nouvelles mesures qui sont certes des mesures alternatives à l'incarcération, comme le bracelet électronique, mais qui n'en sont pas moins des nouvelles peines qui s'ajoutent aux précédentes. Donc il faut bien penser, certes, et vous avez tout à fait raison, et c'est à mon avis le point crucial, la centralité de la prison, le fait qu'elle nous serve de référence absolue d'un véritable châtiment. Et quand je dis nous, c'est, je veux dire, la société, évidemment, et pas moi personnellement, mais nous à cette table. Mais en même temps, ne pas oublier qu'il y a ce réseau punitif qui continue de se développer, de s'étendre. Ce que Michel Foucault avait d'ailleurs lui-même évoqué à la fin de Surveiller et punir, lorsqu'il parle d'archipel carcéral. Mais revenons-en, parce que c'est le point peut-être non pas de désaccord, mais de distance que j'ai par rapport à justement la thèse de Michel Foucault, c'est que je crois que dans cet archipel carcéral, le monde carcéral constitue une situation et impose une condition aux détenus qui est tout à fait singulière et qui doit être traitée avec un sérieux particulier. Alors, cette centralité, c'est ce qui a conduit à ce qu'on décrit depuis un moment, à savoir cette réponse qui semble être la seule possible, ou la seule, disons, prenant au sérieux
les délits qui ont été commis. Et vous avez tout à fait raison de mentionner les policiers, mais de ce point de vue-là, les policiers seraient un reflet de ce qu'on entendrait, ce qu'on lirait dans certains journaux, de ce qu'on entendrait dans certaines discussions autour de la justice n'est pas assez sévère, et la personne, on a interpellé quelqu'un pour ce qui est des policiers, et le lendemain il est à nouveau dans la rue. Il y a là une méconnaissance très profonde de la part du public et en l'occurrence de la part aussi des policiers de la réalité des chiffres. La justice n'a jamais été aussi sévère au cours des 50 dernières années. Donc là, on a quand même là-dessus des éléments qui sont probants. Cette sévérité étant à la fois sur la fréquence des peines de prison et sur le quantum, la quantité de mois ou d'années de prison qui sont donnés. Et là, on a des statistiques. Et je crois qu'un élément qui est révélateur de cela, c'est le passage de la loi de 2007 qui donnait des consignes extrêmement précises sur les peines planchers. Et chacun se souvient de la réaction des magistrats, très unanime, pour dénoncer ce qui était à la fois une intervention du pouvoir politique ou législatif, en particulier sur l'autonomie des juges, et d'autre part, une contradiction avec le principe d'individualisation de la peine, auquel les magistrats tiennent particulièrement. Or, lorsque donc ça a été imposé, il y a eu une augmentation très importante des peines planchées qui étaient effectivement administrées, puisqu'il y avait la possibilité de ne pas le faire sous des conditions très particulières, une augmentation de la durée des peines et de la fréquence des peines. Et puis, il y a eu, lorsque une nouvelle garde des Sceaux est arrivée, il y a eu d'abord une directive, et puis il y a eu une loi, la directive demandant au parquet d'appliquer avec beaucoup de modération les peines planchées, et parquet et les magistrats, et ensuite une loi qui supprimait les peines planchées. Eh bien, on a vu continuer cette logique telle qu'elle était commencée chez les juges. Autrement dit, il y a quelque chose de profond et en même temps d'assez préoccupant dans le fait que lorsqu'on enclenche une machine punitive, y compris avec une certaine résistance de la part des acteurs, et bien petit à petit, elle devient quelque chose à quoi on s'est habitué et pour lequel on a du mal à trouver des alternatives. Et donc les juges, je crois, et les procureurs, bien sûr, avec une certaine bonne foi, disons, sont devenus plus sévères sur l'intimation du pouvoir politique, mais ont continué à l'être lorsqu'ils ne l'avaient plus. Alors, je souhaitais revenir sur la dernière partie de votre livre, dernière partie que vous avez intitulée « Qui punit-on » et que nous, militants politiques, nous pourrions peut-être sous-titrer « Qui fait la loi ?» Parce que ça, c'est la question politique par définition. À ce titre-là, d'ailleurs, vous citez Michel Foucault, et une phrase tout à fait parlante de Michel Foucault qui dit « Les lois sont faites par des gens auxquelles elles ne sont pas destinées, mais pour être appliquées à ceux qui ne les ont pas faites. » Voilà. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on peut vérifier, je dirais, au quotidien, à travers un certain nombre de décisions, qu'elles soient anonymes, ces décisions, ou quelque peu médiatisées. Sur la question politique, moi qui m'intéresse en tant que militant politique, évidemment, c'est que, vous le savez, nous militons pour une 6e République, mais pas pour changer de numéro. Nous militons surtout pour l'élection d'une Assemblée constituante, dès que Jean-Luc Mélenchon sera élu président de la République, et pour surtout une implication populaire, pour que le peuple fasse irruption à nouveau sur la scène politique, qu'il a en grande partie, ce peuple, laissé à des oligarques, à des technocrates, à des spécialistes, entre guillemets,
de la chose politique qui ronronne entre eux. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je souhaiterais vous interroger, hein, parce qu'on en revient à qui fait la loi. C'est ça qui est central. Est-ce que c'est les classes populaires, auquel cas peut-être qu'on aura un autre type de loi? Bon, en tout cas, on aura une autre méthode. Ou est-ce qu'on laisse une certaine oligarchie, comme actuellement, décider pour tous? Ça, c'est la première question que je souhaitais vous poser à propos de cette dernière partie. Et la deuxième question, c'est le lien éventuel que vous faites entre l'inflation carcérale, entre le moment punitif, entre l'extension continue du domaine de la punition, vous employez le terme pour paraphraser un romancier célèbre, j'aime bien cette expression, l'extension du domaine de la punition. Donc entre ces phénomènes qu'on connaît bien et le système néolibéral. Alors d'abord, en ce qui concerne les inégalités, je crois que effectivement, on voit comment le système pénal dans son ensemble, c'est-à-dire depuis le politique, c'est-à-dire l'exécutif et le législateur, jusqu'aux magistrats en passant, et la justice en passant par les policiers, on voit comment tout ce dispositif génère des inégalités. Pour n'en donner qu'une indication statistique qui, du reste, est énoncée sans sa dimension statistique, mais sous la forme d'une expression de l'injustice ressentie par les détenus en prison. Ce sont les chiffres donc, des années 2000, entre 2002 et 2012, qui correspondent à deux mandats présidentiels et législatifs. Eh bien, on a une augmentation considérable de la population sous écrou, je disais plus 52% tout à l'heure. Et si on prend l'ensemble des condamnations, pas nécessairement à la prison, l'ensemble des condamnations, eh bien, on constate qu'un délit comme l'usage simple du cannabis est multiplié par 3 dans cette période, ce qui est considérable. Dans le même temps, les condamnations pour délinquance économique, ça s'appelle biens sociaux, évasion fiscale, etc., baissent d'un 1/5. Alors bien sûr, on pourrait se dire il y a plus d'usagers de cannabis, ce qui est inexact, puisqu'on a des études statistiques qui montrent qu'on est à peu près au même niveau. On a... en France, on estime 1,5 million d'usagers réguliers du cannabis. On a 135 000 interpellations pour usage simple, donc 10% à peu près. Donc ça, on sait ça. On pourrait se dire à l'inverse que la délinquance économique, elle est moins punie parce qu'il y en a moins. Mais c'est le contraire. Il y a plus de délinquance. Les actes sont répertoriés par la police, sont plus nombreux, mais les condamnations sont moins nombreuses. Et ça, c'est par hasard, ça correspond à une politique qui a été développée dans cette période, qu'on appelait la dépénalisation de l'activité économique, et qui consistait à dire qu'il ne faut pas gêner l'activité économique par une intervention des magistrats, ou en tout cas pas une intervention des magistrats qui soit pénalisante. Donc, trouver des arrangements, et donc éviter de mettre en difficulté cette activité économique. Donc on voit que ce sont des choix. Ce sont des choix qui sont faits par la société, d'être plus sévère pour l'usage simple de cannabis. C'est un exemple, j'aurais pu prendre celui des conduites après perte des points de son permis, où il y a une multiplication, je crois, par 2,5 au cours de cette période, ce qui est considérable également. Donc, on choisit ces petits délits plutôt que les délits plus importants. Alors, choisir les petits délits, ça correspond à l'intérieur de ces délits. On pourrait se dire, au fond, les usagers de cannabis, la société a décidé qu'il fallait les punir. Mais là où l'inégalité s'ajoute une seconde fois, c'est que ce n'est pas n'importe quels usagers qu'on va arrêter. Dans les 15 mois de travail que j'ai pu faire en patrouille avec des policiers,
On n'est jamais allé à la sortie d'une université, jamais allé à la sortie d'une école de commerce, jamais allé à la sortie d'un lycée où on aurait rencontré des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures. En revanche, on allait tous les jours dans les quartiers populaires, dans ce qu'on appelle les cités, et on faisait là des vérifications d'identité, des fouilles des personnes et de leurs véhicules. Donc il y a cette, une sélection qui est opérée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pose la question « qui punit-on » eh bien, elle renvoie évidemment à la question « qu'est-ce qu'on punit? Quoi ?» La question du « quoi », c'est par exemple être plus sévère pour l'usage de cannabis ou la conduite sans permis que pour la délinquance économique. Mais derrière ça, on voit bien que ça n'est pas seulement le quoi, il y a une espèce de cycle, de boucle qui se boucle, et c'est qui veut-on punir à travers ce quoi? Et donc, la véritable question, au bout du compte, n'est pas qui punit-on, mais qui considère-t-on comme punissable et qui considère-t-on comme épargnable? Et là, on a à ce moment-là cette injustice dont toute la société est partie prenante, hein, depuis le législateur jusqu'au magistrat, en passant par les policiers. Alors, qui fait la loi, dites-vous? Théoriquement, théoriquement, de fait, ce sont bien sûr nos représentants, les représentants du peuple. Mais on voit bien que cette loi, elle est censée donc représenter les attentes de l'opinion publique, mais on sait bien que, comme dirait Pierre Bourdieu, l'opinion n'existe pas. Et donc, c'est là, il y a tout le travail des politiques, le travail des médias pour définir ce qui nous gêne le plus dans la société et rendre moins visible ce qui serait moins gênant. Et d'une manière générale, je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est un discours courageux et franc sur les réalités en matière de justice. Pas seulement les réalités d'inégalité, parce qu'au fond, dans l'inégalité, si on dit qu'il y a inégalité, il y a beaucoup de gens qui, se sentant du côté favorable des inégalités, ne sont pas très intéressés par ce débat. Mais on peut parler de sécurité, puisque c'est une question qui préoccupe tant de gens. Eh bien, punir plus, c'est-à-dire punir non seulement plus sévèrement les crimes graves, mais aussi punir beaucoup plus de petits délits, eh bien, c'est, comme vous le disiez au début, c'est désocialiser des personnes, leur faire perdre leur emploi, les petits entrepreneurs leur contrat, poser des problèmes dans la vie familiale, souvent qui se reproduisent sur les enfants ultérieurement. C'est mettre des gens en contact avec une population qui est elle-même déjà engagée dans des activités criminelles ou délinquantes. Et ça se traduit, quand on prend les études statistiques qui comparent pour des petits délits les peines de prison et les alternatives aux peines de prison, eh bien ça se traduit chez les premiers par des taux de récidive qui sont plus élevés que chez les seconds. Eh bien, dire à la société, dire au peuple français ces vérités-là, vous nous demandez de punir plus, sachez que le prix à payer, ce sera moins de sécurité. Peut-être que si on pose les choses dans ces termes, les gens vont avoir une autre manière de regarder ces questions. Alors, et ce d'autant plus, et j'en viens à votre dernier point, ce d'autant plus que si on réfléchit à qu'est-ce qui s'est passé en même temps que ce moment punitif, et notamment pour la période la plus récente où les choses se sont encore durcies, eh bien c'est une augmentation des inégalités sociales, des écarts entre les plus riches et les plus pauvres, et plus largement de l'ensemble des disparités économiques, comme l'a notamment bien montré Thomas Piketty dans ses travaux. Et donc il y a là quelque chose qui est une sorte de combinaison et d'articulation qui s'est opérée entre une société qui devenait plus inégale
et qui en même temps devenait plus punitive. La punition s'exerçant, comme je l'ai dit il y a un instant, plus particulièrement sur les populations déjà les plus vulnérables, et donc contribuant à aggraver ces inégalités, tout en protégeant les catégories, disons, les plus favorisées. Et donc, simplement en regardant les faits, encore une fois, et sans même porter un jugement sur ces faits, hein, après on peut dire, ben voilà, une société plus inégale, c'est ça que nous souhaitons. Il y a des gens qui souhaitent une société plus inégale. Hein. Donc, mais au moins que ces éléments soient portés au débat et que l'ensemble des acteurs puissent dire voilà la société que nous voulons et voilà les enjeux qu'il y a en termes d'inégalité, en termes de sécurité. Et là, j'ai parlé d'inégalité et de sécurité dans le court terme, mais pour vivre aux États-Unis et voir comment des communautés ou des quartiers entiers sont déstructurés par l'absence de tous ces hommes qui sont, et il s'agit essentiellement d'hommes de milieux populaires, principalement afro-américains, c'est-à-dire noirs, et voir la déstructuration que ça provoque dans ces quartiers, eh bien c'est véritablement par une politique punitive, c'est la question de quelle société voulons-nous maintenant, mais quelle société voulons-nous aussi pour le futur. Alors, vous montrez bien ce lien entre plus de répressifs qui donnerait moins de sécurité finalement et plus d'inégalité. Simplement, je voulais terminer en disant que justement le programme L'Avenir en commun cherche à inverser tout ça par un certain nombre de mesures. Donc au niveau de la justice, sans faire un catalogue à la Prévert, on a par exemple la diminution des recours à la comparution immédiate, qui est un grand pourvoyeur de peines et de petites peines, qui sont absolument inefficaces et de ce point de vue-là aussi très inégalitaires, puisqu'elles correspondent à une catégorie de la population particulière, bien souvent. Une diminution aussi du recours à la détention provisoire, en augmentant en faisant en sorte que les conditions pour y avoir recours sont plus restrictives. Et nous avons aussi développé les premiers la volonté de légaliser l'usage du cannabis. Voilà, alors on a un peu été copié dernièrement. Bon, très bien, si l'idée prend de l'ampleur dans la société, c'est très bien. On n'a rien par contre sur la conduite sans permis, je ne sais pas, on y réfléchira. Et de l'autre côté, il y a cette volonté aussi de développer les équipes d'enquêteurs financiers pour la lutte contre la corruption, la suppression aussi du verrou de Bercy, qui fait que en fait, c'est à Bercy qu'on détermine si voilà, en matière fiscale on va poursuivre telle ou telle personne. Voilà, donc une tentative comme ça dans le programme d'inverser cette tendance que vous décrivez, vous sans porter forcément de jugement, nous le portons et nous pensons que il faut en changer totalement. Voilà. Et Didier Fassin, mais en vous remerciant, je me permets de vous offrir L'Avenir en commun. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Je ne l'ai pas encore, donc je vais le lire avec intérêt. Voilà. Merci. Et en vous remerciant encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci infiniment.